Ici à Washington, on est sans doute dans l'une des rares capitales où on a le sentiment d'avoir encore la maîtrise d'un monde visiblement incontrôlable. De Kiev à Tel Aviv, les États-Unis sont sur tous les fronts, tout en se préparant à une élection présidentielle où c'est leur rapport même à la démocratie qui se joue. Le président Joe Biden est bien placé pour dire que l'accélération des changements qui ont cours est de celles qui n'arrivent qu'une fois toutes les 6 à 8 générations. Je crois que nous y sommes. C'est très rapide. Mais dans la confusion ambiante, une lecture des événements est possible. Si les guerres d'Ukraine et d'Israël ont surgi du fond du XXe siècle, quelque part, pour nous rappeler qu'il n'y a pas de conflit gelé, les mouvements géopolitiques autour de ces conflits sont inédits et annoncent une nouvelle époque. Le pouvoir russe et le Hamas peuvent bien s'arrimer au sud global pour se positionner en alternative du monde occidental. Ce qui se passe du côté du sud de la planète ne tourne pas seulement autour d'eux. C'est bien plus profond. C'est un nouveau cycle historique où il faut décentrer le regard pour en saisir l'importance, sous l'effet de 3 puissants facteurs. D'abord, hélas pour elle, l'avenir du monde s'écrit de moins en moins avec l'Europe. On ne peut que constater une accélération de son affaiblissement politique, économique et géostratégique sous le triple effet de son vieillissement, le vieillissement de sa démographie, de l'épuisement de son modèle politique sous pression des nationalistes et de la guerre en Ukraine. La dernière expression de ce recul est ce qui vient de se passer entre la France et ses anciennes colonies en Afrique de l'Ouest. Le deuxième changement, c'est le dynamisme économique du Sud, qui incarne l'avenir avec sa jeunesse, ses puissances émergentes, désormais réunies dans les BRICS, dont le PIB est supérieur au G7. Attention toutefois, ce groupe n'est pas si uni, et si ce n'est par sa volonté de s'émanciper du Nord, ce n'est pas la première fois, mais c'est assez pour bouleverser l'équilibre des puissances. Il faudra suivre la rivalité entre la Chine qui vieillit et perd ses travailleurs et l'Inde, devenue la première population mondiale le mois dernier. Le troisième changement, me semble-t-il, c'est aussi l'émergence d'un nouveau type d'acteur géostratégique, le citoyen global. Qu'il soit au nord ou au sud, cette figure militante a accès à davantage d'informations, vraies ou fausses, plus consciente des enjeux, méfiante des vérités officielles, et mieux organisée grâce à la puissance mobilisatrice des réseaux sociaux. Il n'a plus besoin de l'autorisation du pouvoir politique pour s'exprimer. Il contribue de fait à dicter aussi l'agenda international. C'est un monde en transition où nous sommes entrés. 3 scénarios sont maintenant possibles. Business as usual, continue comme avant, avec des zones de tension qui se multiplient sans que les États-Unis, retenus par des problèmes domestiques, ne parviennent à les apaiser. C'est le modèle souverainiste, sans doute le plus dangereux. Le deuxième scénario, ce serait que les États-Unis parviennent, à force d'intervenir au Moyen-Orient, en Europe de l'Est, à conserver leur leadership en s'appuyant sur de nouvelles alliances toutefois. L'Inde, par exemple, avec en ligne de mire l'Indo-Pacifique. Ce modèle est, semble-t-il, unipolaire. Et puis il y a le modèle multipolaire, le troisième scénario, avec une logique non pas de superpuissance, comme ce qu'on a pu connaître pendant la guerre froide, mais une logique de blocs, en négociation permanente les uns avec les autres, car on ne fait plus la différence entre une variété de puissances globales et les puissances régionales, comme la Turquie ou l'Arabie saoudite. Donc chacun de ces systèmes a ses forces et ses faiblesses. Alors vers quoi on se dirige? Là où on le voudra, car comme à chaque fois que le monde bascule, l'avenir tient entre les mains des hommes de bonne volonté et de vision.